Dans un roman ou dans une pièce de théâtre, bref, dans la littérature, vous avez le récit. Le récit, c'est quand on raconte l'histoire. Et la description. La description, c'est quand on fait une pause dans l'histoire, une pause dans le récit, et qu'on va décrire, qu'on va euh, écrire ce que l'on voit, le paysage, les portraits. Et donc, quand on décrit, quand on fait une description, on va utiliser l'imparfait, puisque c'est un temps du passé, et que ce temps-là, il représente des actions non limitées dans le temps. Donc, ce qui veut dire que quand on décrit, il n'y a pas de notion de temps. Par exemple, on va décrire ce que l'on voit par notre fenêtre, il n'y a pas d'action de temps. En une minute, le paysage ne va pas changer. Donc la description donne à voir un paysage, un objet ou un personnage. Quand c'est le personnage, on appelle ça un portrait. Et que l'on va décrire avec plus ou moins de détails en fonction de ce que l'auteur a décidé. Si dans son récit, il est important d'avoir le portrait physique d'un personnage, il va s'attarder dessus plus que sur la description du paysage. Et donc, pendant la description, la chronologie du récit, donc le temps du récit, s'arrête. Comme je vous l'ai dit précédemment, on fait une pause dans l'histoire. Donc pendant qu'on écrit le paysage ou le personnage, l'histoire ne continue pas, elle s'arrête. La méthode pour écrire une description, c'est tout d'abord d'observer l'image, de noter les thèmes dominants. Donc, par exemple, sur l'image que vous avez sur le diaporama, le thème dominant pourrait être la plage ou le lac, les oiseaux, etc. Ensuite, on va développer les champs lexicaux. Donc, par exemple, les oiseaux, ça sera le vol, les plumes, etc. Le lac, ça va être l'eau, les poissons, les barques. Le champ lexical, c'est un groupe de mots qui se rapportent à un thème bien spécifique. Par exemple, l'école, ça sera les crayons, les tables, les matières, etc. Ensuite, dans la description, vous allez devoir aussi supprimer toutes les répétitions. Par exemple, si à chacune de vos phrases vous marquez il y a, il faut à un moment donné que vous changiez le il y a par nous observons que, etc. Plus il y a de répétitions, plus la description va être longue, répétitive, très très pénible à lire. Donc quand on fait une description, il faut impérativement éviter les répétitions. C'est pour ça que l'on va utiliser des synonymes pour changer de mot. Donc une fois qu'on a observé l'image, noté les thèmes dominants, qu'on a développé notre champ lexical, qu'on a supprimé nos répétitions, on va devoir faire attention au temps des verbes puisque dans une description, vous pouvez utiliser le présent quand on décrit au présent. Vous pouvez décrire au passé, mais alors à ce moment-là, on va utiliser seulement l'imparfait. L'imparfait, c'est, comme je vous le disais au tout début, un temps qui n'a pas de délimitation dans le temps. Un verbe conjugué à l'imparfait n'a ni début ni fin. Alors que si on utilise dans les temps du passé le passé simple, c'est-à-dire que c'est une action soudaine qui a un début et une fin bien précise. Ce qui n'est pas le cas dans la description, puisque quand vous regardez par votre fenêtre, votre paysage, il n'a pas un début et une fin. En une minute, il ne va pas changer. Donc, vous devez décrire avec de l'imparfait. Ensuite, vous devez faire attention à votre point de vue. Donc, le point de vue, c'est la façon dont vous regardez l'image. Est-ce que vous êtes un des personnages qui regarde le paysage? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'extérieur? Enfin, voilà. Vous devez choisir votre point de vue, la façon dont vous voyez le paysage. Et vous devez surtout avoir un ordre. Vous n'allez pas décrire votre paysage n'importe comment. Vous n'allez pas passer par le ciel
ensuite la terre, ensuite revenir au ciel. Il vous faut un ordre bien précis. C'est ce que l'on appelle la progression du regard. Donc par exemple, vous pouvez passer du haut en bas, donc décrire le ciel, puis descendre vers la terre, ou de gauche à droite, ou de bas en haut, mais il faut un ordre. Et enfin, vous devez faire attention au vocabulaire. Donc vous avez des expressions des sens, la vue, l'ouïe, l'odorat. Par exemple, vous regardez un paysage, vous allez donc décrire avec vos yeux, mais vous pouvez très bien décrire avec l'odorat, ce que vous ressentez, le parfum des fleurs. Vous pouvez décrire avec l'ouïe, qu'est-ce que vous entendez, le chant des oiseaux, etc. Vous pouvez également, si vous décrivez une personne, décrire ses expressions faciales. Vous pouvez utiliser des comparaisons, des métaphores, etc. Ensuite, l'organisation de la description. Donc, comme je viens de vous le dire, il faut impérativement que vous soyez organisé. On ne part pas dans tous les sens quand on fait une description. Donc, pour éviter que votre description parte dans tous les sens, que ce soit pour vous et même pour le lecteur, vous allez utiliser des indicateurs spatiaux. Donc, par exemple, à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Vous devez également faire attention, comme on l'a dit avant, à votre point de vue, à la façon dont votre regard progresse sur le paysage, de bas en haut, etc. Vous devez également faire attention à qui décrit, dans quelle position vous êtes. Est-ce que vous êtes d'un côté de la rive? Est-ce que vous êtes de l'autre côté? Est-ce que vous êtes l'un des personnages? Est-ce que vous pouvez très bien être un oiseau? Enfin bref. Et vous devez faire attention au portrait. Donc le portrait, c'est quand on décrit un personnage, on distingue plusieurs portraits. On va soit décrire le personnage physiquement, soit on peut le décrire moralement, donc c'est-à-dire ses traits de caractère, sa personnalité. Et le portrait peut très bien être en action. Par exemple, on peut très bien décrire quelqu'un qui est en train de marcher, ou qui fait son jogging, Et donc pour les points de vue, vous avez dans le diaporama sur le roman un petit rappel sur les points de vue. Les points de vue, c'est interne, externe, omniscient. Donc je vous le rappelle, interne, c'est votre narrateur qui est un personnage. Donc ça veut dire qu'il connaît ses sentiments, ses pensées, mais il ne connaît pas les pensées ni les sentiments de l'autre personnage. Ensuite, on a le point de vue externe, c'est comme si on regardait à travers une caméra. Ça veut dire qu'on ne sait pas les pensées, les sentiments d'aucun des personnages de l'histoire. Et on a le point de vue omniscient. Le point de vue omniscient, c'est plus ou moins comme si on était Dieu, puisqu'on sait absolument tout sur tout, les sentiments, le vécu, les pensées de tous les personnages. Les outils de la langue. Donc là, on va voir ce qui est vraiment, vraiment important quand on écrit une description. Quand on décrit une description, je vous l'ai déjà dit au tout début, on doit faire attention aux champs lexicaux. Je vous le rappelle, un champ lexical, c'est un groupe de mots autour d'un même thème. Par exemple, si mon champ lexical est celui de l'école, à ce moment-là, les mots qui iront dedans seront cahier, stylo, élève, prof, matière, etc. Donc il faut faire attention au champ lexical. Il faut également faire attention à son vocabulaire, à bien utiliser déjà un langage courant, voire soutenu, mais pas du tout familier. Il faut faire attention aux indicateurs spatiaux, à tout ce que l'on a dit avant. Et vous devez également utiliser des mots sur la perception des sens. Donc, je vous le rappelle, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Le goût. Et donc généralement quand on veut décrire, on va utiliser ce que l'on appelle des expansions du nom. Donc ça veut dire des adjectifs, des groupes nominaux, etc. On va devoir faire des phrases assez construites avec tout ce qu'on a appris cette année et ce que vous avez déjà appris les années d'avant sur la construction d'une phrase. Donc avec des subordonnés, des adjectifs, etc. Pourquoi on décide d'écrire?
pourquoi on décide de décrire dans un récit? Bah déjà, premièrement, parce que si on raconte seulement l'histoire et qu'on ne peut pas s'imaginer le paysage, je suis pas sûre que la lecture serait agréable. Donc déjà, dans un premier temps, il faut mettre le lecteur dans une situation où il peut s'imaginer l'histoire complètement. Donc c'est-à-dire décrire le lieu, décrire les personnages et tout ça. Peut-être qu'en décrivant le paysage ou les personnages, l'auteur veut aussi mettre en avant certains points. Par exemple, si on décrit le caractère d'un des personnages, peut-être que par la suite dans l'histoire, ça va avoir une importance. Ensuite, pourquoi on pourrait décrire? Parce que ça peut aussi donner des sentiments. Imaginons, vous êtes dans un roman policier. Si on décrit l'histoire, il n'y a pas forcément de sensation de peur. Mais par contre, si on commence à décrire une maison un peu glauque, avec des volets cassés, avec une ambiance un petit peu particulière, forcément, la description va permettre au lecteur de ressentir la peur, etc. Et enfin, dans votre cours, je vous ai mis un petit rappel concernant le groupe nominal et le champ lexical. Alors maintenant, on va passer au récit. Donc, si on reprend, dans un livre, enfin dans la littérature en général, vous avez le récit, c'est l'histoire que l'on raconte, et la description. La description, c'est donc une pause dans le récit où l'on va décrire du coup ce que l'on voit. Donc le récit, c'est l'histoire. Si on prend par exemple l'histoire d'un petit prince qui doit aller sauver sa princesse kidnappée, qui est coincée dans un donjon, on a un schéma narratif qui est la première étape, c'est la situation initiale quand l'auteur ou le narrateur pose le décor. On va donc décrire le lieu, le temps, etc. Par exemple, si on reprend l'exemple du Petit Prince, la situation initiale, ça sera dans un château fort fort lointain, il existait une famille royale, etc. Ensuite, deuxième étape, il y a l'élément perturbateur. Donc l'élément perturbateur, il va changer complètement la situation initiale et il va déclencher la suite de l'histoire. Donc si par exemple on n'a pas d'élément perturbateur dans l'histoire du Petit Prince, et bien du coup l'histoire s'arrête là, il n'y a pas de suite. Ils sont heureux, ils vivent très très bien dans leur royaume, tout se passe bien, donc ça ne sert pas à grand chose de finir la lecture. Par contre, si on a un élément perturbateur, comme le fait que la petite princesse soit kidnappée par une méchante sorcière, forcément, on va avoir une suite, puisque le petit prince va vouloir aller délivrer sa princesse, etc. Ensuite, la troisième étape, ça va être tout ce qui est péripéties. Donc ce sont des éléments qui vont aggraver la situation. Par exemple, la petite princesse donc, est kidnappée par la sorcière. Les péripéties peuvent être le petit prince ne se retrouve plus dans les vallées, il se perd. Ça peut être le fait qu'il tombe sur un troll qui veut le tuer, etc. Les péripéties, ce sont toutes les petites actions qui vont aggraver encore un peu plus la situation de départ. Ensuite, on a le dénouement, donc à ce moment-là, ça va être une solution, le petit prince qui arrive à retrouver la princesse, qui tue le dragon. Et enfin, on a la situation finale, le petit prince récupère la princesse, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Dans le récit, les personnages ont des rôles assez importants. On distinguera les personnages principaux des personnages secondaires. Je pense que vous êtes tous au courant de ce que c'est qu'un personnage principal et à contrario un personnage secondaire. Si jamais vous ne le savez pas, vous redemanderez et puis je vous réexpliquerai. Pour le moment, je passe.
Ça, normalement, vous devez le savoir. Par contre, le personnage principal, s'il a une destinée remarquable, ça devient alors un héros. Qu'est-ce qu'on entend par destinée remarquable? Ça veut dire que dès le départ, dès le début du livre, dès le début du récit, on se rend compte que le personnage a un but bien précis dans sa vie, mais lui-même ne le sait pas. Par exemple, si on prend Superman, Superman a une destinée remarquable puisque son but dans la vie est de sauver les gens. Ça devient alors un héros. Un héros, ce n'est pas celui qui a forcément des super pouvoirs. Un héros, c'est juste un personnage qui a une destinée, quelque chose à accomplir, une quête. Le personnage n'est pas forcément au courant qu'il a cette destinée-là. Par contre, nous, en tant que lecteurs, on sait dès le départ que ce personnage-là aura par la suite une mission super importante. On va prendre un exemple. On a 2 royaumes. Dans les 2 royaumes, les peuples sont très heureux, très contents, ils ne manquent de rien. Dans un royaume, on a un roi et une reine qui ont une fille, une princesse super belle, intelligente, etc. Et dans l'autre royaume, pareil, on a un roi et une reine qui ont un fils, un petit prince, magnifique, très intelligent, etc. Le prince et la princesse sont fous amoureux. Un jour, la princesse va être kidnappée par une sorcière et va être retenue dans un donjon gardé par un méchant dragon. Le roi et la reine, les parents de la princesse, vont donc demander au petit prince d'aller délivrer leur fille, parce que le petit prince est très courageux, c'est un preux chevalier, etc. À ce moment-là, le petit prince, fou amoureux de la princesse, accepte la mission. Il va donc prendre son cheval. Il va traverser les 2 royaumes à la quête, à la recherche de sa bien-aimée. Il va se battre avec le dragon. Il va délivrer la princesse et enfin, les 2 tourtereaux vont se marier. Ils vécurent heureux pour toujours, etc., etc. En racontant l'histoire, vous aurez remarqué que la situation initiale, c'est le moment où l'on explique la situation des 2 royaumes, que tout allait très très bien, on décrit également les personnages. Ensuite, on a l'élément perturbateur, c'est le kidnapping de la petite princesse. Les péripéties, ça peut très bien être le fait que le petit prince se retrouve nez à nez avec un troll, etc. Le dénouement, c'est à partir du moment où le petit prince tue le dragon. Et la situation finale, c'est quand le prince et la princesse se marient. Si on se rapproche des personnages, on peut observer que le petit prince, en plus d'être le personnage principal, et oui, c'est un personnage principal, ce n'est pas un autre des personnages, puisque un personnage principal, on va le suivre tout au long de son histoire, du début à la fin. Les parents de la petite princesse ne peuvent pas être des personnages principaux puisqu'à un moment donné, on n'en parle plus. Quand le petit prince va se battre avec le dragon, on n'a pas l'intervention des parents. Donc, le petit prince est un personnage principal. Mais en plus d'être un personnage principal, c'est un héros. Pourquoi c'est un héros? Parce qu'il a une destinée remarquable. Lui ne sait pas que son but dans la vie, sa mission, son destin sera de sauver sa bien-aimée. Par contre, nous, en tant que lecteurs, dès qu'on commence l'histoire, on se doute que le personnage principal, le petit prince, va devoir délivrer sa princesse. Donc on a un héros. Ensuite, on a ce que l'on appelle un adjuvant. Un adjuvant, c'est un objet, un personnage, une créature qui va aider le héros. Dans notre cas, celui qui va aider le petit prince, ça va être son cheval, son fidèle destrier. Il va le suivre partout, il va l'emmener jusqu'au donjon. Donc à ce moment-là, ça devient une aide pour le héros. Donc le cheval devient un adjudant. Ensuite, il faut faire attention entre sujet et objet.
Un sujet, c'est la mission, la fonction en elle-même du héros, alors que l'objet, c'est vraiment quelque chose de physique. Par exemple, dans notre petite histoire, le sujet, la mission du Petit Prince, c'est de sauver la princesse, alors que l'objet, c'est la princesse en elle-même. Son but à atteindre, c'est la princesse, mais la fonction du héros est de sauver la princesse. Ensuite, on a dans toutes les histoires un opposant, un ou plusieurs opposants. Ce sont les obstacles qui se mettent entre le personnage principal et son but. Donc dans notre histoire, ce sera donc le dragon, et on peut même ajouter la sorcière. Ce sont les obstacles qui empêchent le petit prince d'épouser finalement la princesse. Les destinataires, ce sont des personnages ou même des objets ou ce que vous voulez qui vont donner la mission au héros. Avant que les parents n'appellent le petit prince, il n'avait pas de mission. À partir du moment où les parents de la princesse appellent le petit prince en lui disant il faut que tu ailles sauver notre fille, il est donc investi d'une mission, d'une fonction. Donc les destinataires dans notre exemple, ce seront les parents de la petite princesse. Ensuite, comme je vous l'ai dit plus tôt, on a l'objet. L'objet, ça sera la princesse. C'est donc ce que recherche le héros, ce qu'il souhaite absolument atteindre. Et enfin, on a les destinataires. C'est à qui va profiter cette situation, à qui va profiter le fait que le petit prince retrouve la princesse. Les personnes qui vont avoir un résultat positif, hein, qui vont avoir des conséquences positives sur leur vie, ça sera donc les parents de la petite princesse. Les destinataires, c'est celui ou ceux qui profitent de la mission du héros. Si on prend l'exemple de Superman, les personnes qui vont profiter de la mission de Superman qui est de sauver des gens, ce seront donc le peuple. Ce seront donc les habitants qui vont être sauvés. Dans le récit, ce qui est important aussi, ce sont donc les temps que vous écriviez une histoire ou que vous la lisiez. Ce qui est important, ce sont les temps des verbes. Généralement, un récit est écrit au passé. Je dis généralement parce que dans certains cas, on l'écrit quand même au présent. Par exemple, dans le cas des journaux intimes ou des lettres, quand on écrit au présent puisque l'action est en train de se dérouler. Mais dans le cas où on souhaite écrire un récit, par exemple l'histoire du Petit Prince, on va l'écrire généralement au passé. Dans ces cas-là, on utilise donc deux temps. Les temps du passé, ce sont l'imparfait et le passé simple. L'imparfait, on l'utilise quand on souhaite décrire, présenter le décor et présenter la situation initiale, donc c'est-à-dire le tout début de l'histoire. Donc dans le cas où on raconte l'histoire du Petit Prince, le fait d'expliquer que dans les deux royaumes tout allait bien, le fait de décrire les personnages, etc., on va utiliser l'imparfait. Je vous le rappelle, l'imparfait est un temps qui est utilisé lorsque l'action est non limitée dans le temps, lorsqu'il n'y a ni début ni fin précise dans l'action, lorsque l'action est très longue. Donc, dans le cas de la description, dans le fait qu'on pose le décor, on va utiliser l'imparfait. Ensuite, on va utiliser le passé simple lorsque intervient l'élément perturbateur. Donc, dans le cas où la sorcière kidnappe la petite fille, on va donc utiliser le passé simple. C'est une action qui est soudaine. Et comme tout élément perturbateur dans une histoire, on ne s'y attend pas forcément. Donc, c'est une action qui est soudaine, généralement rapide. Le fait de kidnapper la princesse ne dure pas 3 heures, elle dure peut-être 10 minutes, quelque chose comme ça, assez rapide, assez soudain, puisqu'aucun des personnages ne s'y attend. À ce moment-là, le passé simple va être également utilisé quand le petit prince va se battre avec le dragon, puisque là, nous avons bien un début et une fin dans le temps. C'est une action qui est soudaine, donc le passé simple. Et même dans un récit écrit au passé, on peut utiliser le présent,
dans le cas où le narrateur, je vous le rappelle, le narrateur c'est celui qui raconte l'histoire, donc ce n'est pas du tout l'auteur ni un des personnages, enfin pas forcément, quand le narrateur commente la scène. Il arrive que le narrateur, qui est extérieur à l'histoire, donne ses impressions. Si on prend l'exemple de Shrek, dans l'histoire de Shrek, il y a une voix off, il y a un narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire mais qui ne fait pas partie des personnages. À certains moments dans le film, vous entendez le narrateur donner ses impressions. À ce moment-là, c'est donc au présent. Et dans un livre, ça se fait exactement de la même façon. Comme dans la description, le récit a un ordre chronologique, a un ordre bien établi. Il faut faire attention, on ne va pas écrire une histoire n'importe comment. On ne va pas commencer le récit d'une personne quand elle a 2 ans, passer au moment où elle a 50 ans, revenir quand elle a 10 ans. Il y a un ordre bien spécifique. L'ordre, c'est généralement un ordre chronologique, donc l'évolution normale d'une personne de ses 2 ans à ses 50 ans, normalement. Cependant, il existe des petits retours en arrière, ce que l'on appelle des analepses. Par exemple, quand on arrive aux 50 ans de la personne, on peut très bien dire quand elle avait 10 ans, il s'est passé ça, et donc ça donne des précisions sur sa situation actuelle. Ce n'est pas tout le temps dans le récit, mais ce sont des petits flashbacks, un peu comme dans les films. Ensuite, on a ce que l'on appelle des prolepses. À ce moment-là, c'est quand on va se projeter dans le futur. Pareil, dans les films, vous aviez plus ou moins la même chose. Soit des retours en arrière qui s'appellent des analepses, soit des projections dans le futur, ce qui s'appelle des prolepses. Et enfin, on a ce que l'on appelle une ellipse, c'est quand on passe sous silence certains événements, quand on ne raconte pas certains événements. Si on retrace la vie d'une personne de ses 2 ans à ses 50 ans, vous imaginez bien qu'on ne peut pas raconter absolument tout ce qui s'est passé de ses 2 ans à ses 50 ans. C'est-à-dire que le livre ferait 3 km de hauteur, ce n'est pas possible. Donc on va passer sous silence certains événements qui ne sont pas spécialement importants pour la suite de l'histoire. Si on reprend l'exemple de notre petit prince, on va donc raconter l'histoire du royaume jusqu'au mariage du prince et de la princesse, enfin jusqu'au moment où ils arrivent à être rois et reines de leur propre royaume. On peut très bien passer sous silence le fait qu'ils se sont mariés, par exemple. Et enfin, on peut très bien faire ce que l'on appelle un sommaire, c'est quand on ne va pas détailler les événements parce que ils sont plus ou moins importants, mais ils ne sont pas importants dans le sens où il faut les détailler. À ce moment-là, on va passer un petit peu rapidement sur ces événements-là, c'est ce que l'on appelle un sommaire. Les modes de narration. Donc je vous le rappelle, l'auteur n'est pas le narrateur. L'auteur, c'est celui qui écrit, c'est une personne physique, une personne réelle. Le narrateur n'est pas forcément quelqu'un de réel. Ça peut très bien être une personne complètement inventée, un des personnages, une personne qui n'existe pas. Ça peut être... le narrateur, c'est vraiment fictif. Le personnage, c'est celui qui vit l'histoire. Donc, on est bien d'accord que l'auteur n'est pas forcément le narrateur, qui n'est pas forcément non plus un des personnages. Ce n'est pas tout le temps le cas. Dans le cas où le narrateur est un des personnages, à ce moment-là, la narration peut très bien être écrite avec un jeu. Donc l'histoire peut être écrite avec le jeu. Puisque le narrateur, qui est un personnage, va raconter sa propre histoire. C'est le cas d'une autobiographie. L'autobiographie, c'est quand on écrit sa propre histoire. À ce moment-là, l'auteur est le narrateur et le personnage. Les trois sont ensemble. Ensuite, on a le narrateur qui est écrit à la 3e personne, ce qui veut dire qu'il n'est pas du tout un des personnages. Ça peut être un narrateur extérieur. Imaginons, on raconte l'histoire du petit prince.
c'est écrit à la troisième personne parce que le narrateur peut être l'enfant du petit prince et de la princesse. Et il raconte à ce moment-là l'histoire de ses parents. Donc, le narrateur, dans ce cas-là, n'est pas un personnage, il n'a pas vécu le kidnapping de sa maman, etc. Et dans d'autres cas, le narrateur est ce que l'on appelle un narrateur invisible, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un personnage, on ne sait pas si c'est un oiseau, on ne sait même pas s'il existe. C'est un narrateur qui va juste raconter l'histoire, il ne va jamais commenter l'histoire, on ne sait absolument rien de lui. Donc il devient un narrateur invisible.